En mai 1778, un vieil homme de 83 ans entre dans Paris après 28 années d'exil et toute la ville se lève pour l'acclamer comme un roi. Sa voiture avance au pas car la foule est si dense que les chevaux peinent à passer. Des femmes pleurent en touchant le rebord de la portière. Des philosophes en perruque grise se précipitent à sa rencontre. À la Comédie Française, on couronne son buste de laurier pendant qu'il assiste tremblant à la représentation de sa dernière pièce. Le peuple crie son nom dans la rue. Et pourtant 6 semaines plus tard, quand cet homme mourra dans une chambre du quai des Théatins, l'Église refusera de l'enterrer en terre chrétienne et ses amis devront cacher son corps dans une voiture pour le faire passer en pleine nuit hors de Paris déguisé en voyageur endormi. Cet homme s'appelait Voltaire. Et toute sa vie tient dans ce contraste impossible. Adoré par les uns, détesté par les autres, craint par les puissants, emprisonné 2 fois, exilé 3 fois, interdit de séjour dans sa propre capitale pendant presque 30 ans. Aucun écrivain français n'a été aussi célèbre de son vivant. Et aucun ne s'est fait autant d'ennemis. Mais comment un seul homme peut-il provoquer à ce point son époque entière? Comment a-t-il réussi à se faire détester par les rois, par les évêques, par les académies, par ses amis, parfois par les femmes qu'il avait aimées? Et surtout, pourquoi continuait-il malgré les prisons, malgré les exils, malgré les menaces de mort à écrire encore et toujours ce que personne d'autre n'osait écrire? Vous allez le découvrir. Tout commence à Paris en novembre 1694 dans une famille bourgeoise sans éclat particulier. Son père François Arouet est notaire au Châtelet, un homme sérieux ordonné qui rêve pour son fils d'une carrière respectable dans la magistrature. Sa mère meurt quand il a 7 ans et l'enfant qu'on appelle alors François-Marie grandit dans une maison sans tendresse avec un père qu'il qualifiera plus tard d'odieux et un frère aîné aussi bigot que stupide selon ses propres mots. Très tôt l'enfant montre une intelligence qui dérange. Il lit tout, il retient tout, il imite tout. À 11 ans on l'envoie au collège Louis-le-Grand chez les Jésuites. C'est l'une des meilleures écoles d'Europe et c'est là que ce petit garçon insolent va apprendre tout ce qu'il utilisera ensuite pour combattre ceux qui l'ont formé. Ses professeurs notent rapidement 2 choses. Il a un talent extraordinaire pour la versification latine. Et il est incapable de respecter quoi que ce soit. Il fait rire la classe en imitant les prêtres. Il écrit des épigrammes qui circulent sous le manteau. Il provoque ses maîtres avec une politesse trop parfaite pour être sincère. Un père jésuite aurait dit de lui: finira soit pendu soit célèbre dans toute l'Europe. Il avait à moitié raison. À 17 ans, François-Marie sort du collège. Son père exige qu'il étudie le droit. Lui veut écrire. Il fait semblant d'étudier et passe ses nuits dans les cafés de Paris où se réunissent les esprits libres de l'époque. C'est là, dans la fumée du tabac et l'odeur du vin, qu'il apprend l'art le plus dangereux de tous, celui de faire rire les puissants à leurs propres dépens. Et c'est cet art exactement qui va lui coûter sa première prison. En 1715, le vieux roi Louis XIV meurt après 72 ans de règne. La France respire enfin. Le pouvoir passe à un régent, Philippe d'Orléans, neveu du défunt roi, un homme intelligent, débauché, bon vivant, qui aime les armes et qui aime aussi le pouvoir. Et le jeune Arouet, alors âgé de 21 ans, commet une imprudence qui va changer sa vie. Il écrit où on lui attribue des vers qui se moquent ouvertement du régent et qui insinuent qu'il aurait des relations incestueuses avec sa propre fille. Les vers circulent. Le scandale éclate. Le régent, qui a beaucoup de défauts mais peu d'humour quand il s'agit de lui-même, fait arrêter le jeune homme. Le 16 mai 1717, on le conduit à la Bastille. Cette forteresse à l'anglais de Paris dont les pierres énormes terrorisent toute la France. Il y restera 11 mois. Et ce qui aurait dû briser un homme va le forger. Dans sa cellule sans encre, sans papier, presque sans lumière, il compose mentalement vers après vers une tragédie qu'il appelle Édipe. Il y travaille jour et nuit. Quand il sort de prison en avril 1718, il a 23 ans, il a perdu toute illusion sur la justice royale et il a un nom nouveau. Voltaire. Personne n'a jamais vraiment expliqué pourquoi il a choisi ce nom. Anagramme de son nom de famille latinisé peut-être. Trace d'un domaine familial peut-être. Volonté de couper avec ce père qu'il détestait sûrement. Mais à partir de ce moment, François-Marie Arouet n'existe plus. Il y a Voltaire. Sa tragédie Édipe est jouée à l'automne 1718 et c'est un triomphe absolu. 30 représentations consécutives. Le tout Paris se précipite. Le régent lui-même, celui qui l'avait fait enfermer, assiste à la première et applaudit. Voltaire reçoit une pension royale en compensation de sa prison. Il est à 24 ans la coqueluche de la cour et des salons. Il pourrait s'arrêter là. Il pourrait devenir un poète mondain reconnu, pensionné, aimé. Il pourrait vivre confortablement de sa plume jusqu'à la fin de ses jours. Mais Voltaire n'est pas fait pour le confort. Il est fait pour le combat. Et la vie va bientôt lui rappeler quelque chose qu'il avait peut-être oublié dans l'euphorie du succès. Pour les nobles de France, il n'est et restera toujours un bourgeois. Décembre 1725. Voltaire dîne chez le duc de Sully, un de ses amis aristocrates. La conversation tourne autour de son succès.
À table un homme le regarde avec mépris. C'est le chevalier de Rohan Chabot, un noble arrogant médiocre violent qui n'a jamais rien produit dans sa vie mais qui porte un grand nom. Il lance à Voltaire d'une voix forte pour que tous entendent. Monsieur Haro et monsieur de Voltaire, comment vous appelez-vous au juste? Voltaire répond du tac au tac. Mon nom je le commence et le vôtre vous le finissez. La salle éclate de rire. Rohan blêmit. Quelques jours plus tard, alors que Voltaire dîne à nouveau chez Sully, un domestique vient le prévenir qu'on le demande dans la rue. Il sort. Si la quai de Rohan le saisit, c'est le roue de coups de bâton sous les fenêtres pendant que le chevalier dirige la scène depuis sa voiture en criant « Ne tapez pas sur la tête, il pourrait encore en sortir quelque chose de bon ». Voltaire rentre humilié, couvert d'ecchymose. Il croit qu'il aura justice. Il va trouver ses amis nobles, ceux qui hier encore l'applaudissaient. Et il découvre quelque chose qui va le marquer pour toujours. Personne ne lève le petit doigt. Le duc de Sully, sous le toit duquel il a été insulté, refuse même de témoigner. Les aristocrates haussent les épaules. Pour eux la chose est claire. Un bourgeois ne se bat pas en duel avec un noble. Un bourgeois doit accepter d'être battu et se taire. Voltaire prend alors une décision qui scandalise toute la cour. Il achète des armes, il apprend l'escrime et il fait savoir qu'il provoquera Rohan en duel. La famille de Rohan, terrorisée à l'idée de voir son chevalier ridiculisé par un roturier, obtient du roi une lettre de cachet. Et c'est Voltaire la victime qu'on enferme à nouveau à la Bastille pour la deuxième fois de sa vie. Cette deuxième prison ne dure que 2 semaines mais elle se termine d'une manière humiliante. On lui fait choisir entre rester enfermé indéfiniment ou s'exiler en Angleterre. Il choisit l'Angleterre. Et il monte sur un bateau au printemps 1726, le cœur plein d'une rage froide, en se promettant que désormais il ne combattra plus à coups d'épée mais à coups de mots. Et que ces mots feront plus mal qu'aucune lame. L'Angleterre va le transformer. Il y reste presque 3 ans et il y découvre un monde qu'il ne soupçonnait pas. Un pays où l'on peut être protestant, catholique, juif ou même athée sans être inquiété. Un pays où le roi gouverne avec un parlement, où les commerçants discutent à la bourse avec les ducs, où Isaac Newton vient d'être enterré comme un héros national à l'abbaye de Westminster. Voltaire, qui ne parlait pas un mot d'anglais en débarquant, apprend la langue en quelques mois. Il lit Locke qui lui enseigne que toute connaissance vient de l'expérience. Il lit Shakespeare et il est bouleversé par sa puissance brute si différente du théâtre français corseté. Il rencontre les plus grands esprits du royaume. Et surtout il comprend une chose simple et révolutionnaire. La France n'est pas le centre du monde. La France est en retard. Quand il rentre en France en 1729, il rapporte dans ses bagages un manuscrit explosif. Les lettres philosophiques. Sous une apparence anodine de récit de voyage, ce livre est en réalité une bombe lancée contre tout ce qui constitue l'Ancien Régime. Voltaire y compare point par point l'Angleterre libre et la France soumise. Il y fait l'éloge des Quakers qui refusent de prêter serment. Il y défend la tolérance religieuse. Il y présente Newton comme un génie supérieur à Descartes. Il y suggère sans le dire vraiment que la monarchie absolue est une absurdité historique. Le livre paraît en 1734 et c'est immédiatement le scandale. Le Parlement de Paris le condamne à être brûlé par le bourreau. Une lettre de cachet est lancée contre l'auteur. Voltaire doit fuir précipitamment Paris. Il trouve refuge dans un château perdu à la frontière de la Champagne et de la Lorraine, le château de Cirey, qui appartient au marquis du Châtelet. Et là va commencer l'une des histoires d'amour intellectuelles les plus extraordinaires du XVIIIe siècle. La marquise Émilie du Châtelet est une femme exceptionnelle. Elle a 28 ans, elle parle 6 langues, elle traduit Newton du latin, elle fait des expériences de physique, elle écrit sur la nature du feu. Dans une époque où les femmes ne sont presque rien, elle est presque tout. Voltaire et elle vivent 15 ans ensemble dans ce château reculé, travaillant, écrivant, débattant, parfois se disputant avec une violence telle que les domestiques fuyaient, se réconciliant toujours. C'est probablement la seule période vraiment heureuse de la vie de Voltaire. Il écrit des tragédies, des poèmes, des contes, des essais d'histoire. Il commence ce qui deviendra son chef-d'œuvre philosophique, le Dictionnaire portatif. Et il croit naïvement que les puissants vont enfin le laisser tranquille. Il ne le laisse pas tranquille. Chaque livre qu'il publie déclenche une nouvelle tempête. Chaque pièce qu'il fait jouer attire les censeurs. Quand Émilie du Châtelet meurt en couche en 1749 à l'âge de 42 ans, Voltaire est anéanti. Il a 55 ans. Il vient de perdre la femme la plus importante de sa vie. Et il accepte alors une invitation qui semble une porte de sortie miraculeuse. Le roi de Prusse Frédéric le Grand l'invite à sa cour de Potsdam. Frédéric n'est pas un roi comme les autres. Il joue de la flûte, il écrit des vers français, il discute de philosophie, il déteste l'Église, il rêve de gouverner selon la raison. Pour Voltaire, qui a passé sa vie à combattre la stupidité des puissants, la chose paraît trop belle. Un roi philosophe enfin. Il part pour Berlin en juillet 1750 plein d'espoir. Il est reçu comme un prince.
Frédéric le couvre d'honneur lui donne des appartements au château de Sans Souci, lui offre une pension considérable. Pendant quelques mois c'est l'enchantement. Puis lentement la réalité s'impose. Frédéric n'est pas un philosophe qui joue au roi. C'est un roi qui joue au philosophe. Il aime la pensée libre tant qu'elle ne le contredit jamais. Il aime les hommes d'esprit tant qu'ils restent à leur place de courtisans. Et Voltaire, qui n'a jamais su rester à sa place, commence à le critiquer en privé puis en public. Les choses dégénèrent. Voltaire se moque ouvertement d'un autre savant favori du roi. Frédéric prend parti contre lui. Voltaire fait imprimer un pamphlet d'une cruauté assassine. Frédéric ordonne qu'on brûle l'exemplaire devant lui dans la cheminée. La rupture est consommée. Voltaire quitte Berlin en mars 1753 furieux, humilié, espionné. À Francfort, sur le chemin du retour, les agents de Frédéric l'arrêtent, fouillent ses bagages, le retiennent pendant 5 semaines à la recherche d'un volume de poésie du roi qu'il aurait emporté. C'est l'humiliation finale. Il a 60 ans, il vient d'être chassé d'une cour où il croyait avoir trouvé sa place et il n'a plus aucun pays où aller. La France lui est interdite. La Prusse vient de le rejeter. L'Angleterre est loin. Où va-t-il pouvoir vivre? Il va inventer sa propre solution. En 1759, il achète un domaine à Ferney, un petit village à la frontière exacte entre la France et la République de Genève. À cet endroit précis, quelques mètres de terre suffisent à le mettre hors de portée des deux pouvoirs. Si les Français viennent l'arrêter, il passe en Suisse. Si les Genevois s'en prennent à lui, il repasse en France. Pendant les 20 années suivantes, ce village minuscule va devenir le centre intellectuel de l'Europe. On y vient de Saint-Pétersbourg, de Stockholm, de Madrid, de Naples pour rencontrer le patriarche de Ferney. Des rois lui écrivent. L'impératrice Catherine de Russie correspond avec lui pendant des années. Frédéric lui-même finit par reprendre contact. Voltaire, à 65 ans, devient ce qu'aucun écrivain n'avait jamais été avant lui, une puissance européenne à part entière. Et c'est là à Ferney qu'il livre les combats qui feront vraiment de lui le Voltaire de la légende. Le 1er mars 1762 à Toulouse, un marchand protestant nommé Jean Calas est exécuté par le supplice de la roue. On l'accuse d'avoir assassiné son propre fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. L'accusation est absurde, la preuve inexistante. Calas est en réalité un vieil homme bouleversé d'avoir retrouvé son fils pendu, probablement suicidé. Mais le tribunal de Toulouse, aveuglé par le fanatisme religieux, le condamne à mourir dans des souffrances atroces. Quand la nouvelle parvient à Ferney, Voltaire, qui n'a jamais connu Calas, explose. Il a 68 ans. Il pourrait laisser tomber. Il choisit le contraire. Il va consacrer 3 ans entiers de sa vie à obtenir la réhabilitation de cet inconnu. Il écrit des centaines de lettres. Il publie le traité sur la tolérance qui devient un manifeste européen. Il mobilise toute l'opinion publique. Et en mars 1765, le Conseil du roi annule la condamnation de Calas et reconnaît son innocence. C'est la première fois dans l'histoire moderne qu'un écrivain à lui seul fait reculer la justice d'un royaume. Et Voltaire ne s'arrête pas là. L'affaire Sirven, l'affaire Labarre, l'affaire Lally-Tollendal. Pendant les 15 dernières années de sa vie, il devient le défenseur officieux de tous les opprimés de France. Il invente quelque chose qui n'existait pas avant lui. L'intellectuel engagé. Cette idée qu'un homme de plume peut et doit utiliser sa notoriété pour défendre des inconnus contre l'injustice. Tout ce que feront Zola avec Dreyfus, Sartre avec l'Algérie ou Camus contre la peine de mort vient en ligne droite de Voltaire à Ferney. Mais il fait plus encore. Dans chacune de ses lettres, dans chacun de ses livres, il revient à un mot qu'il signe désormais en bas de toutes ses correspondances. Écraser l'infâme. L'infâme, c'est l'intolérance religieuse, c'est le fanatisme, c'est l'Église qui brûle, qui torture, qui ment au nom de Dieu. Il ne s'attaque pas à la foi personnelle. Lui-même croit vaguement en un Dieu horloger qui aurait fabriqué le monde puis l'aurait laissé tourner. Mais il combat sans relâche le pouvoir politique des églises, leur capacité à imposer le silence à ceux qui pensent différemment. Et cette guerre, il la mène avec une arme inattendue. Le rire. Il a compris quelque chose que personne n'avait compris avant lui. Contre un tyran, le sérieux ne fonctionne pas. La colère ne fonctionne pas. Mais le ridicule lui détruit tout. Faites rire de quelqu'un et vous lui ôtez son pouvoir. Pendant ces années, il écrit Candide en 3 jours, dit-on, un petit conte philosophique qui devient immédiatement le livre le plus lu d'Europe. Une fable cruelle, joyeuse, désespérée qui se moque de tout. De la guerre, de la religion, de l'esclavage, de l'optimisme béat des philosophes. Un jeune homme naïf parcourt le monde, subit toutes les horreurs possibles et finit par conclure qu'il faut cultiver son jardin. Cette dernière phrase a fait couler des fleuves d'encre. Beaucoup y ont vu une résignation. Mais ceux qui connaissent vraiment Voltaire savent que c'est l'inverse. Cultiver son jardin, pour lui, c'est agir là où l'on est. C'est défendre Calas quand on apprend l'injustice. C'est écrire malgré la censure. C'est ne jamais se taire.
En février 1778, Voltaire a 83 ans. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Et il fait quelque chose que ses amis essaient de lui interdire. Il décide de revenir à Paris. La ville qui lui est officiellement interdite depuis 28 ans. Il prend la route malgré le froid, malgré sa santé fragile, et il arrive le 10 février. Et c'est là que se produit l'événement le plus extraordinaire de sa vie. Tout Paris se met en mouvement pour le voir. On fait la queue devant la porte de la maison où il loge. Benjamin Franklin, alors ambassadeur d'Amérique, vient lui présenter son petit-fils en lui demandant de le bénir. Voltaire pose la main sur l'enfant et murmure Dieu et la liberté. Le 30 mars, on lui rend à la Comédie Française l'hommage le plus solennel jamais accordé à un auteur vivant. On couronne son buste sur la scène. Le public reste debout 20 minutes à applaudir. L'acteur principal vient s'agenouiller devant lui dans sa loge. Voltaire pleure. Mais le vieil homme est épuisé. Le voyage, le triomphe, les nuits sans sommeil, les visites incessantes l'ont vidé de ses forces. Le 30 mai 1778, dans son appartement du quai des Théatins, il s'éteint doucement après quelques jours d'agonie. Un prêtre est venu lui demander une dernière confession. La légende dit qu'il aurait répondu « Laissez-moi mourir en paix ». La vérité est probablement plus simple. Il est mort comme il avait vécu. Sans capituler. L'Église catholique refuse de lui accorder une sépulture chrétienne. Ses neveux, paniqués devant l'idée que son corps soit jeté à la voirie comme celui d'un excommunié, l'habillent en homme vivant, le calent dans une voiture et le font sortir de Paris en pleine nuit pour le faire enterrer en cachette dans une abbaye de Champagne dont l'abbé, son ami, fait fermer les yeux à ses moines. 13 ans plus tard, en juillet 1791, alors que la Révolution a balayé l'Ancien Régime, un cortège immense traverse Paris. On a déterré le cercueil de Voltaire dans son abbaye et on le ramène en triomphe pour le placer au Panthéon. Plus de 100 000 personnes suivent le convoi. Sur le char, on a inscrit ces mots. Il combattit les athées et les fanatiques. Il inspira la tolérance. Il réclama les droits de l'homme contre la servitude de la féodalité. Poète, philosophe, historien, il a fait prendre un grand essor à l'esprit humain. Il nous a préparés à être libres. Voilà l'histoire de cet homme que la France entière a détesté de son vivant. Détesté par les rois qui le bannissaient. Détesté par les nobles qui le faisaient battre. Détesté par les évêques qui brûlaient ses livres. Détesté parfois par ses propres amis qu'il blessait avec sa langue trop vive. Mais cette haine, elle dit quelque chose. On ne déteste pas un homme inoffensif. On ne brûle pas les livres d'un homme qui ne dérange personne. Si Voltaire a soulevé contre lui toutes les puissances de son siècle, c'est qu'il les obligeait à se regarder en face. C'est qu'il pointait du doigt leurs mensonges, leur cruauté, leurs hypocrisies. Et qu'il refusait obstinément de baisser la tête. Il aurait pu écrire des vers galants pour les salons et mourir riche et décoré. Il a choisi autre chose. Il a choisi de se servir de son intelligence comme d'une arme contre la stupidité du pouvoir. Il a payé pour cela. 2 fois la Bastille. 3 fois l'exil. 28 ans banni de sa propre ville. Une mort sans tombe. Mais il a aussi obtenu ce que presque aucun écrivain n'avait obtenu avant lui. Il a fait reculer une justice. Il a sauvé des familles. Il a fait entrer le mot tolérance dans le vocabulaire ordinaire des Européens. Et il a légué à ceux qui sont venus après lui une certitude qui ne s'effacera plus jamais. Quand on a la chance de savoir écrire, on a le devoir de le faire pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. C'est cela être Voltaire. Et c'est pour cela qu'on continue 250 ans après sa mort à prononcer son nom comme on prononce le nom de ceux qui ne meurent pas vraiment.